tous et bienvenue, c'est Topi, c'est la 8e édition. Je le refais parce que je me suis un petit peu entraîné, voilà, c'est la 8e édition de Uppy, le magazine des start-up et de la nouvelle économie. Toujours en direct pour la première diffusion, jusqu'à 19h, donc on est en direct. La preuve qu'on est en direct, c'est qu'on ne sait toujours pas que la France a été éliminée du mondial 2014. C'est pour vous dire à quel point on est vraiment en direct avec Benjamin Vincent qui est en régie. Salut Benjamin. Salut Bertrand. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Bon, allez. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance de se qualifier, mais quand même, laisse-nous un peu d'espoir. C'est vrai. Tiens, mais puisqu'on a Abdoulaye Diane qui est avec nous juste derrière, vous le voyez derrière moi, on va lui faire coucou tout de suite. Bonjour Abdoulaye, salut. Bonjour Bertrand, salut Benjamin, ça va bien? Abdoulaye est en direct de Dakar, puisque aujourd'hui c'est la 8, mais on aura exactement 4 continents aujourd'hui. Ça marche bien avec ce cadrage-là. 4 continents, précisément pour parler avec des correspondants qui sont un petit peu partout. Abdoulaye est en Afrique, nous sommes en Europe, du côté de Paris, Boulogne précisément. On parlera avec Ilan Abeacera. Est-ce qu'Ilan est dans les parages? Oui, tout à fait. Voilà. On est avec des décalages, salut Ilan, on est avec des décalages qui sont absolument importants là en termes d'horaire. Entre Dakar et Paris, ça va. Entre Paris, Dakar et San Francisco ou la Californie, il y a du décalage. Et puis on aura tout à l'heure Yossi Dan qui sera avec nous depuis Tel Aviv. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Tel Aviv, on en a parlé dans l'actualité, il y avait François Hollande qui était là aujourd'hui, les deuxièmes journées de l'innovation France-Israël, Innovation Day en anglais, ou en français, Journée de l'innovation France-Israël. Et figurez-vous qu'il y avait Fleur Pellerin, qu'il y avait pas mal de ministres, qu'il y avait le président israélien, le premier ministre israélien, énormément de grands patrons français et israéliens réunis là-bas pour une journée où on s'est fait des grandes promesses, des promesses de collaboration, il s'est dit pas mal de choses. Et Yossi Dan était sur place, il va nous raconter tout ça avec peut-être un invité tout à l'heure depuis Tel Aviv, où là pour le coup il y a 3 heures au minimum de décalage avec Paris. C'est Uppy avec un hashtag Uppy TV, U de PY TV, et c'est la spéciale correspondant ce soir. Allez, on est parti avec Ilan. Et Abdoulaye, tiens, va nous dire juste un petit mot parce que on va parler tout à l'heure, tiens, on va faire un peu de teasing avec Abdoulaye, on va parler tout à l'heure de ce qui s'est passé en fait il y a quelques jours à peine. Il y avait des rendez-vous qui étaient faits du côté de Dakar, un petit peu à côté de Dakar, avec notamment Gilles Babinet, le français Gilles Babinet, l'entrepreneur qui est venu là-bas au Sénégal et qui a participé à différentes choses. Il y avait 2 événements principaux, tu peux nous rappeler ça vite fait? Oui, bien sûr, c'est en fait un événement à Richard Toll, c'est à 400 km, c'est pas très loin, c'est très loin de Dakar. Hein. Donc, c'est dans le Delta. Donc, c'est une conférence qu'on devait rencontrer les petits agriculteurs de la région pour mettre sur pied un site de crowdfunding pour permettre aux agriculteurs de pouvoir se financer par le biais du crowdfunding. Et la deuxième conférence que Gilles a fait à Dakar, c'est en fait au niveau de l'IAM, c'est l'Institut africain de management. Donc, qui a reçu Gilles, donc qui a fait en fait une conférence sur la singularité du numérique en Afrique. Donc, c'était vraiment super. Donc, on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission. Ok. Il va falloir que tu te rapproches un tout petit peu de ton écran, Abdoulaye, et qu'on profite bien de toi depuis Dakar, où la connexion n'est pas top. De temps en temps, elle est bien. De temps en temps, elle est un petit peu moins bien. On part du côté de Palo Alto avec, comme dans chaque émission, la chronique américaine d'Ilan Abeacera, qui est Senior Director of Product, je m'en lasse pas, de Jive, et donc également de Productive. Ilan, il y a pas mal de choses à raconter. Il y a notamment dans l'actualité le succès incroyable des bitcoins. Là, cette fois-ci, ça devient un succès absolument planétaire. On en parle partout. Ceux qui ne connaissaient pas, je pense, on en a entendu parler dans les journaux respectifs de 20 heures dans tous les pays. Les bitcoins qui viennent d'atteindre $675, là, c'était il y a quelques heures, on flirte avec les $700, plus 2500% en l'espace de quelques mois. Cette monnaie virtuelle est en train de devenir un phénomène absolument incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que personne ne sait ce qui se passe. J'aime bien ton analyse éclairée, voilà. Écoute, voilà, je te donne le résumé. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Bitcoin, c'est une monnaie un peu dématérialisée qui existe depuis déjà quelques années maintenant. Et puis là, on a commencé à en parler beaucoup cette année. Je me rappelle, j'ai commencé à m'y intéresser en début d'année et le Bitcoin était autour des $50, ouais, $40. Comme ça, ouais. Et voilà. Et donc là, les dernières semaines, alors là, même les derniers jours, c'est devenu complètement incroyable. Et en fait, les gens l'utilisent pour spéculer, quoi. Autant être clair. Et c'est ce qui fait que
voilà, l'offre et la demande, et donc le taux est en train d'exploser. Ce matin, ça a flirté avec les 900 $. C'est redescendu pour la première fois, ça a un peu craché, c'est redescendu à 650. Là, c'est remonté, je crois, maintenant, elle est à 725 ou quelque chose comme ça. Ah, mais tu suis ça en permanence, toi, j'ai l'impression, non? Bah oui, j'en ai, donc oui. Ah, d'accord. T'en as? Ouais, j'en ai. J'en ai, oui. Comme je te l'ai dit, je m'y suis intéressé en début d'année. D'accord. Ah oui, quand tu dis m'y intéresser, d'accord. Donc, en fait, tu es un homme heureux. Je suis intéressé de près, quoi. Alors, la question, c'est, tu en as, et comment ça se fait que tu en as encore? Est-ce que tu n'as pas la tentation de les vendre, là, maintenant? Je me pose la question. C'est vrai que je me pose la question de les vendre, mais bon, en même temps, j'en ai pas acheté des millions. J'en ai acheté quelques-uns pour voir un peu ce que ça donnait pour comprendre et pour jouer. Donc, voilà, il y a pas d'urgence. Je regarde comment ça se passe, mais c'est vrai que bon, ça donne envie de les vendre. Là, alors, est-ce qu'on est toujours dans la limitation de quelques millions d'exemplaires et pas au-delà avec les bitcoins? Oui, de toute façon, oui. La monnaie est designée comme ça. Il y a pas de, il y a un nombre limité de bitcoins. Simplement, une fois qu'ils seront tous distribués, ils peuvent être subdivisés jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Donc, même une fois qu'ils seront tous distribués, on pourra quand même continuer à trader du bitcoin. Impressionnant. Donc toi, pour l'instant, tu regardes, tu vois ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une barre symbolique à partir de laquelle, à 1000 $ peut-être, tu vas te dire, tiens, ça vaudrait peut-être le coup de lâcher quelques bitcoins, ou finalement, est-ce que c'est plus un symbole qu'autre chose? Ouais, c'est vrai que 1000 $, c'est un peu la limite que je m'étais fixée. On va voir. Ouais. C'est possible que ça atteigne 1000 $. Et il y en a d'autres qui vont te dire, non, mais c'est 37 000 $ le bitcoin, c'est à peu près le prix que ça vaudra dans quelques mois. Donc, ah oui. Qui croire. Oui, de toute façon, tu ferais x20 si tu le vendais maintenant, quasiment, par rapport à quelques mois. Et ça peut faire x200, x300. Il y a le coin également dont on parle beaucoup. Alors, le coin, c'est vraiment quelque chose d'étonnant parce que c'est une sorte de carte bancaire un peu universelle. On a une démo de ça, il y a un petit film qui circule, qui est pas mal fait d'ailleurs. On va le commenter tous les deux parce que ça cause en anglais. On va raconter en fait ce qui se passe sur ce coin, qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais tweeté et facebooké là-dessus en disant c'est absolument dingue, parce que regardez cette démo de coin et vous allez voir ce que c'est que cette histoire. Alors, voilà, le type commence à vous présenter quelque chose qui ressemble, l'impression de faire du sous-titrage en direct, à une carte, hein, le coin. Alors salut, je m'appelle Jean-Luc, j'ai beaucoup de cartes de crédit. Je m'appelle mais celle-là est vraiment jolie. C'est très jolie. Regardez comme elle est noire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et par magie, j'en ai 4. Et Jean-Pierre fait de la magie. Donc Jean-Pierre est en train de nous expliquer qu'en fait... Jean-Pierre est en pleine forme. Vous ressemblez un petit peu d'ailleurs. Hein, vu... ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose dans la barbe. D'ailleurs, lui, pour info, c'est celui qui avait fait aussi la pub pour la même vidéo pour Square à l'époque. Ah ouais. Pour info. D'accord. Il est dans tous les bons coups, lui. Tous les bons coups. Non, alors ça, c'est génial. Voilà. En fait, toutes ces cartes sont à l'intérieur de la carte, qui est vraiment une carte universelle, et on a un petit écran, tout simplement, et on choisit sur quelle carte on paye à un moment précis. Donc on peut soit prendre la carte professionnelle, soit la carte privée, soit la carte de sa femme ou de son mari, et vice-versa, pour payer tel ou tel achat. C'est absolument génial. On photographie cette carte. On a le petit lecteur de Square, en fait, classique, là, pour les cartes bleues, pour les cartes bancaires, et ça permet tout simplement de faire ça. Et là, il est en train de parler de sécurité, voilà. Et il est en train d'expliquer qu'en fait, en matière de sécurité, voilà, là, il vient de s'écarter de sa carte qu'il a oubliée au resto, et bip, ça sonne sur son téléphone. Et voilà. Puis là, il nous raconte aussi comment il a rencontré sa femme quand il était plus jeune. Très joli, sa femme. Ça, le reste, cela ne nous regarde pas. Ne nous regarde pas. C'est absolument incroyable, cette histoire-là. Hein. C'est incroyable. Écoute, j'avoue qu'en ce moment, je suis bluffé assez régulièrement par les nouvelles innovations, surtout à travers les objets connectés dont on a déjà parlé plusieurs fois. Là, typiquement, c'est un usage hyper intelligent. Pourquoi? Parce que les Américains ont des dizaines de cartes. Ils ont 3 cartes de crédit, 2 cartes de débit, les cartes du travail et les cartes perso. Mais Coin comprend aussi les cartes de fidélité. Ce qui fait que tu peux aussi swiper tes cartes de Gap et des centres commerciaux où tu vas, et tout ça est dans la même carte. Donc, ça répond à un vrai problème, parce que moi je les vois, les portefeuilles des Américains, ils ont 15 cartes. À chaque fois qu'ils sont au Starbucks en train de payer, ils sont en train de choisir laquelle carte ils vont sortir.
Enfin, c'est exceptionnel. Oui, parce qu'en fait, on peut avoir la carte qu'on utilise pour aller chercher de l'essence, par exemple. On mélange absolument tout. Alors, le risque, quand même, c'est de se paumer un peu dans tout ça et de se tromper de carte à des moments précis, parce que ça finit par faire un peu beaucoup de matière à l'intérieur du même objet. Puis quand on se fait piquer l'objet, pour le coup, là, on est très, très mal. Hein. Ouais, mais là, pour le coup, je pense que c'est assez intelligent parce que ça vient avec une appli iPhone. Donc, je suis certain que si tu as perdu ta carte, tu peux la bloquer à distance plus facilement qu'une carte normale. La start-up de cette chronique, c'est Snapchat. Snapchat, je me demande qui ne connaît pas encore Snapchat, qui est en train de faire un véritable tabac chez notamment les ados aux États-Unis, mais pas que, hein, ça marche aussi en Europe. Et Snapchat, en fait, ce sont ces vidéos, ces photos qu'on envoie à des correspondants et qui se détruisent. C'est un peu mission impossible, hein, vous le regardez une fois, puis ça se détruit. Enfin, ça se détruit. On peut aussi faire des captures d'écran, mais le principe, c'est d'avoir des messages qui sont des messages instantanés et qui ont une durée de vie extrêmement limitée. C'est un véritable tabac. Là, il se passe quelque chose et on suit, évidemment, tout le monde du web suit le feuilleton de rachat potentiel de Snapchat, à qui on a proposé 3 milliards de dollars et qui ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Facebook veut les racheter, ils veulent pas. Ouais. Écoute, faut quand même, faut en avoir dans le pantalon pour parler très crûment, pour avoir 25 ans, avoir monté une start-up il y a 6 mois et refuser 3 milliards de dollars aujourd'hui quand même. Hein. Ah ouais, non mais c'est assez incroyable. Mais bon, on compare cette histoire pas mal à l'histoire d'Instagram. Alors maintenant, tu as ceux qui te disent qu'Instagram s'est vendu trop tôt, et que enfin, ça devient n'importe quoi. Aujourd'hui, 1 milliard, 3 milliards, 5 milliards, il n'y a même plus de différence, quoi. C'est devenu quand même un peu n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Snapchat, c'est très bien qu'ils ont l'outil de communication de demain. Il faut savoir que Facebook, pourquoi ils s'intéressent autant à Snapchat? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que Facebook a perdu les adolescents. Ouais. Ça, c'est la première chose. Est en train de les perdre massivement aux États-Unis, il les a pas encore perdus en Europe. Je peux te dire qu'ils les ont déjà perdus. Aux États-Unis, en tout cas, les adolescents aujourd'hui sont quasiment plus sur Facebook. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est la première chose, parce qu'il y a leurs parents. Ils veulent pas être dans le même réseau social que leurs parents. C'est plus branché, quoi. Et la deuxième chose, c'est que de plus en plus de gens aujourd'hui communiquent avec la messagerie instantanée et c'est le nouveau mode de communication. Donc c'est les WhatsApp, c'est les Snapchat et c'est les autres services comme cela, et Facebook a complètement raté le virage là-dessus, et c'est pour ça que ça devient si important de rentrer dans Snapchat ou WhatsApp, parce qu'ils ont aussi tenté avec WhatsApp. Donc finalement le prix n'a même plus d'importance. Perso, je pense que c'est une technique de négociation de Snapchat et qu'ils arriveront à obtenir un peu plus, mais qu'ils finiront par se vendre. Enfin, il y a quand même un moment où, même si la startup a du succès, 3 milliards de dollars, c'est n'importe quoi, on est bien d'accord quand même. Hein. Ah, c'est n'importe quoi. Parce que là, ils n'ont pas le début d'un commencement de business model sur leur truc. Donc 3 ouais, mais tu vois, je comprends, mais en même temps, je vois ce qui s'est passé avec YouTube quand ils se sont fait racheter 1,6 milliard. Je vois Instagram, à quel point c'est devenu important pour Facebook, avec plus de 100 millions d'utilisateurs. Oui et non, enfin, c'est n'importe quoi, et en même temps, c'est... Enfin, ça dit quand même que 6 fois le prix de la poste portugaise, hein, qui est privatisée, 500 millions de dollars pour la poste du Portugal quand même, et on est en train de parler d'une bande de 10 copains qui ont monté un truc qui fait pas un centime de recette. C'est une drôle de comparaison. C'est une drôle de comparaison, c'est vrai, Benjamin. Mais on les Airbus en général. Il faut les faire parce qu'on parle de ça, et les chiffres se heurtent les uns avec les autres de façon absolument colossale en ce moment. Et d'ailleurs, ils vont se heurter encore plus quand on parlera d'introduction en bourse ou de nouvelles valorisations pour Dropbox, parce que Dropbox veut encore monter la dose là maintenant. Hein. Mais alors Dropbox, pour le coup, je trouve que c'est génial. Plus sous-évalué de la vallée. Quand tu vois qu'il lève aujourd'hui à une valorisation de 8 milliards, voilà, là, tu viens de comparer à Snapchat. On est bien d'accord. Dropbox, cette année, ils vont faire 250 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ils sont dans 93% des entreprises américaines. Dropbox, pour le coup, s'il valait 10 fois plus, ce serait pour le coup pas vraiment étonnant. Donc, quand tu vois les valos aujourd'hui... Donc ils cherchent à lever 250 millions de dollars de plus, on se demande bien ce qu'ils peuvent en faire, parce qu'il y a un moment précis où quand on lève de l'argent, il faut aussi l'utiliser à quelque chose. Qu'est-ce qu'a besoin de faire Dropbox avec une somme pareille ? Eh ben, aujourd'hui, le gros challenge de Dropbox, c'est de réussir à rentrer dans les entreprises. Donc, ce qui se passe, c'est que contrairement à Box, qui est leur concurrent vraiment direct avec les entreprises, eux, Dropbox ont un modèle très grand public. Donc, on utilise tous Dropbox à titre perso, mais ils se sont rendus compte qu'on faisait quand même tous partie d'entreprises. Et donc, maintenant, ils essayent d'avoir ce qu'on appelle aux États-Unis une approche bottom-up. Et donc de rentrer par les utilisateurs finaux dans les entreprises et de vendre Dropbox finalement aux
comment on appelle ça, au CIO. Oui, parce qu'il faut savoir que une des grandes problématiques du cloud aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a ces services qui sont, on va dire, B2B, des services B2C, et que souvent, dans les entreprises, on utilise, parce qu'ils sont mieux foutus, des services B2C, sans la catégorie de sécurité, sans la sécurité qui fait flipper complètement le DSI de l'entreprise. Et tout ça, aujourd'hui, est en train de se mélanger. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que les services pour le grand public sont vraiment mieux foutus, que tout le monde utilise Dropbox globalement dans les entreprises pour se transférer des fichiers, et que finalement, l'entreprise aimerait bien fonctionner avec quelque chose que les gens connaissent et acceptent et ont acquis intellectuellement, mais il faudrait qu'il y ait un peu de sécurité aussi, il faut qu'on les rassure là-dessus. Voilà, ouais. Et c'est encore du boulot là-dessus. Ils sont très loin de réussir à satisfaire justement les DSI au niveau de la sécurité. Ils ont très peur de ça et c'est pas leur point fort. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps. Ils vont devoir investir beaucoup. Ils vont devoir avoir des commerciaux. Tout ça, ils n'en ont pas. La dernière fois que j'étais chez Dropbox, il y a 1 mois et demi, ils me disaient qu'ils avaient zéro service commercial et simplement une personne qui répondait au support pour les entreprises, les clients entreprises. Oui, ils ont bien besoin de 250 millions de dollars. Hein. Ils vont pouvoir embaucher ils en ont besoin, 2 standardistes de plus. Tiens, on va parler de le web. Le web, c'est dans une quinzaine de jours. Tu vas venir à Paris ou en France pour le web ou pas ? Non, pas cette année. Bon, en fait, il se passe aussi des choses là-bas du côté de la Silicon Valley. Le web cette année qui va essayer d'extrapoler qu'est-ce qui peut se passer sur le web dans les 10 prochaines années et notamment dans les tendances. Lorsque ça a été présenté, le programme a été présenté, vous pouvez aller le voir en ligne sur leweb.co et vous avez plein de startups qui sont là, qui sont des startups qui sont dans une nouvelle génération qui tient vraiment à des modes de vie. On est vraiment dans quelque chose de différent. Et lorsque je suis allé là-bas, moi, il y a quelques jours, pour la présentation de Loïc Lemeur de ce qui se passait dans le web, j'ai été un peu marqué par ça, par le fait que tout d'un coup, il y avait une espèce de nouvelle philosophie, lâchons le mot, hippie, qui arrivait de la Silicon Valley dans le web et qui allait peut-être nous inonder. On va retrouver Loïc, je l'ai rencontré il y a quelques jours pour parler de ça, justement. Regardez. Bonjour Loïc. Bonjour Bertrand. Quand on regarde le programme des startups qui sont présentes à l'Oweb 2013, en fait on s'aperçoit qu'il y a toute une nouvelle gamme de startups qui font un peu carton du côté de San Francisco et qui sont dans une nouvelle donne. En fait il y a une nouvelle donne très très développement personnel, très très centrée sur l'individu, sur le bonheur presque on va dire, en tout cas sur l'émotion. Est-ce que c'est pas un Web 3.0 qui est en train de pointer le début de son nez là ? Écoute, c'est une tendance qu'on appelle en anglais mindfulness. C'est l'esprit. Et c'est vrai que moi-même j'en suis adepte puisque je médite tous les jours depuis 6 mois. Je sais que ça prête souvent ça fait marrer en France ou en Europe, c'est pas très culturel. Mais à San Francisco, c'est à tel point que des gens comme Evan Williams, le créateur de Twitter, ou un des créateurs, a fait des séances de méditation dans tout le bureau. À 10h, tout le monde médite. Et en fait, c'est une vraie tendance de fond dans lequel on le voit comme une science. On a enlevé l'aspect religieux ou ésotérique ou de culte en fait, tout simplement. Et c'est quand tu y penses, c'est un peu comme on va courir pour entretenir son corps ou faire de la muscu, ce que tu veux. Eh bien, pourquoi on s'occuperait pas de son cerveau ? Et donc, c'est une vraie science qui est avec pas mal de recherches universitaires qui montrent que le cerveau se modifie si on le pratique. Et il y a une app en effet dont j'ai les 2 créateurs qui s'appelle Headspace. Alors ça serait le mélange du travail sur l'intelligence artificielle, sur la science et sur finalement une sphère de New Age, une nouvelle version. Il y a quelque chose des deux. C'est le hippie version 2013. Ouais. Il va à Burning Man. C'est ça. Il va c'est moi. Il va dans les montagnes en Utah. On a été 1000 entrepreneurs là-bas dans des tentes. Et moi j'avais mon bureau dans la forêt. On se déconnecte complètement, c'est-à-dire que je peux être complètement accro avec mes Google Glass sur la tête de ce qui se passe, mais aussi me déconnecter complètement et puis faire le vide dans ma tête. Et ça touche aussi bien les start-upers que Eric Schmidt ou Marissa Mayer. C'est ça qui est assez passionnant. Tout le monde. C'est un vrai phénomène de fond. Il y a même une conférence dédiée aux États-Unis qui s'appelle Wisdom 2.0. Dans lequel j'interviens, qui est dédié à ça. Et après le web, je vais dans ce qu'on appelle un retreat. Donc on appelle ça les detox retreat. Donc detox pour se désintoxiquer, donc pas de téléphone, pas de complètement déconnecté.
Où en est l'émotion sur le web? J'ai le sentiment que le prochain truc à gagner sur le web, c'est d'arriver à être en phase avec l'émotion individuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui se dit là actuellement ou qui va se dire dans le web? Ouais, c'est la personnalisation, tout devient très très personnel, je trouve. C'est-à-dire que on est moins dans l'ère des blogs, tu te souviens, il y a quelques années, où on parle à tout le monde, mais beaucoup plus dans un rapport plus personnel. Par exemple, moi, quand je poste quelque chose sur Facebook, je regarde qui écrit, je regarde qui me répond, je suis très très proche de la conversation, et c'est probablement moins un effet de masse que une amélioration personnelle. Donc ça veut dire que demain on fait plus de business en faisant du kitesurf ou en étant en short dans le désert finalement qu'en allant dans des rendez-vous en kilt. En kilt. Écoute, Burning Man, puisque tu en parles, il y a toute la vallée qui est là-bas. C'est tout simple. Moi j'ai dîné avec Eric Schmidt à Burning Man dans le désert. Et les 2 créateurs d'Airbnb étaient là, toute la vallée est là. Donc ça devient, on fait un peu de business, mais c'est quand même pas l'idée. Mais l'idée, c'est de se déconnecter complètement et d'être capable d'ouvrir son esprit à des choses nouvelles. Et c'est vrai que, par exemple, dans la méditation, tu trouves des idées. Moi, j'ai des idées après 20 minutes, 30 minutes que j'aurais pas autrement. Parce que ton cerveau, tu sais, il y a une espèce ils appellent ça le crazy monkey, le monkey brain, c'est-à-dire un singe fou tu sais, tu fermes les yeux, tu as plein d'idées qui t'arrivent et ça se calme. Ça prend 15 jours, 3 semaines. C'est comme si le web réagissait à son propre monstre, celui qu'il aurait engendré en fait avec le phubbing par exemple. Exactement. On a engendré un monstre avec tes mails par exemple. Tes mails, moi j'appelle ça une to-do list dont les autres décident de ce que tu devrais faire. Parce que quand tu réponds à des mails, comme on fait tous, eh bien tu réponds en fonction de ce qui arrive. Et c'est pas toi qui choisis. Et donc il y a là aussi l'opposé de ça, c'est de dire je vais utiliser une app qui s'appelle Lift, dans lequel c'est moi qui décide ce que je veux faire et je vais faire un check-in en disant j'ai fait ça, j'ai médité, j'ai répondu à mes mails, j'ai parlé à mes enfants, j'en sais rien, moi j'ai fait du sport. Et donc il y a tout un mouvement, en effet, on a créé un problème avec tous ces objets connectés et ce bombardement d'informations permanent. Et on le résout en se déconnectant et en apprenant à poser son téléphone et à te parler là, comme ça, sans être en permanence en train de regarder est-ce que j'ai un nouveau mail, un tweet ou un truc. Ça veut dire que le Web 2013, ce sont les nouveaux hippies californiens qui viennent porter la bonne parole en Europe, où on est vraiment loin de ça encore. Écoute, tu sais, quand les hippies s'appellent Eric Schmidt et Sergey Brin, c'est quand même pas... C'est relatif. Tu vois, moi, je veux bien. Bon, ils arrivent en hélicoptère à Burning Man. Donc, il y a quand même un... Mais il faut faire attention. Mais disons que t'as tout un... Jack Dorsey fait du yoga, hot yoga tous les jours. Il y a tout un phénomène là qui est très... c'est hippie chic. Il y aura même de la méditation d'ailleurs pendant le web avec 2000 personnes. Je vais méditer sur scène avec 2000 personnes. On a hâte de voir ça. Merci Loïc. Merci à toi. Loïc Lemeur, c'était donc il y a quelques jours lors de la présentation de Le Web édition 2013 à Paris. Et ça se passait évidemment du côté de Paris. Et on sera d'ailleurs là-bas, le Web 2013, c'est du 10 au 12 décembre. On y sera tous les 3 jours. On sera là-bas d'ailleurs avec EPI, avec des émissions directes. On aura l'occasion de vous raconter ça, mais on va faire en direct un peu le tour de ce qui se passe aussi là-bas. On aura l'occasion notamment de voir si réellement c'est une vague de fond, ce qui est en train de se passer, ce qu'annonce Loïc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du côté de Palo Alto, Ilan, de ce qu'il raconte? Est-ce que ça te semble complètement out of Africa ou pas? Écoute, peut-être que c'est un visionnaire, hein. Moi je le vois pas ça. Moi je pense que c'est réservé à une certaine tranche de la société, justement la high society, quoi. Donc c'est hippie, c'est pas une vraie tendance de fond, hein, parce que sincèrement, de tous les gens que je connais et que je fréquente ici, je connais pas une personne qui médite. Mais peut-être, hein, peut-être que ça arrive, Je pense pas juste que ce soit pour tout le monde. Bon, donc c'est pas du tout ton truc, Burning Man, c'est pas ton truc, les détox, tout ça, c'est pas exactement ça. C'est sympa, Burning Man, ça a l'air très sympa. C'est pas mon truc à moi, mais tous les gens qui y vont reviennent enchantés, donc ça je respecte complètement. Non, mais peut-être que t'as pas envie de courir tout nu dans le désert, en fait, c'est ça le truc, tu vois, mais il faut ouvrir tes chakras, tu vois.
j'ouvre mes chakras, ouais. Non, mais au moins en string, tu vois, tout nu, quoi. Au moins en string. Bon, allez, on va faire un petit tour du côté de Dakar. Tu restes avec nous, évidemment, Ilan, avec Abdoulaye Diagne. Et puis, tiens, puisqu'on a Yossi Dan qui vient de nous rejoindre aussi depuis Tel Aviv, on va en profiter pour lui faire un petit coucou. Salut Yossi. Bonjour. Bonjour. Salut Bertrand, salut Watch TV. Attends. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Qui est avec toi, Yossi? Alors, ce n'est pas Fleur Pellerin Non. plus jeune. Je suis pas sûre que je sois plus jeune qu'elle, mais c'est pas grave. Alors, en plus jolie. Écoute, comme prévu, alors je cherche simplement la caméra. Voilà. C'est Voilà. ça. Donc, bonjour. Vous allez nous faire vomir bonjour si vous Paris. continuez à bouger comme ça. Comme prévu, on vient de sortir. Bertrand, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Vas-y. Super. On vient de sortir de la journée de l'innovation France-Israël. D'accord. À Tel Aviv. Bon alors, et vous faites un petit truc, buvez un petit verre d'eau tranquille, on discute 2 minutes avec Abdoulaye qui est à Dakar, on a aussi Ilan qui est à Palo Alto, on a 4 continents ce soir connectés dans Happy, et vous le voyez d'ailleurs Ilan. Salut là-bas. Ilan. Et puis vous connaissez un petit peu tous les deux quand même, donc il n'y a pas de souci. Et on vous retrouve dans quelques minutes. Abdoulaye, du côté de Dakar. Moi j'aime bien quand il y a autant de monde avec autant de décalage horaire dans tout ça. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, ça rigole pas là ce soir. Ouais. Est-ce qu'Abdoulaye est toujours avec nous? Abdoulaye. Oui, je suis là. Oui, alors voilà, je l'entends très très loin, on le voit pas. Voilà, Abdoulaye. Oh là, ça y est, on dirait une photo de Sarkozy. Il faut baisser un tout petit peu ton truc. Je sais pas pourquoi, mais ouais, t'es un petit peu pas dans l'image là, Abdoulaye. Il faudrait que tu nous baisses un petit peu ton truc. Voilà. Voilà. Parfait. Abdoulaye, un peu plus. Abdoulaye Diagne de BizNTIC Africa, CEO de Offshore Devices également, qui est correspondant donc de Happy du côté de Dakar au Sénégal. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas il y a quelques mois. On a évoqué au début de l'émission le voyage récent de Gilles Babinet. Donc Gilles Babinet qu'on ne présente plus, qui est une des figures du web français, qui était le président du Conseil national du numérique, qui est venu il y a quelques jours en fait, Abdoulaye, du côté de Dakar. Il a participé à 2 choses. Il y avait d'abord une forme de conférence où il devait s'exprimer un petit peu sur les spécificités du web africain. Et je pense qu'il a appris plus de choses qu'il en a donné aussi. Dakar. Ça se passait à Dakar. Oui, ça à Dakar, absolument. Mm-hmm. Et l'autre rencontre, c'était à 400 km de Dakar, c'est dans la vallée du fleuve Sénégal, où Gilles rencontrait une association de petits agriculteurs de la vallée. Ouais, il va falloir vraiment que tu baisses ton écran, parce qu'on a l'impression que tu es tout en bas, là. On voit plus le tableau que toi. Voilà. C'est parfait comme ça. Ah bah non, il faut que tu te redresses. Alors en fait, Abdoulaye, on fait ça en direct, puisqu'on est en direct, il faut que tu te rapproches de l'écran. Voilà. C'est bien parce que ça fait rire. Et à Palo Alto, et à Tel Aviv. C'est bien le direct, hein, c'est super. Bon. Et à Boulogne aussi d'ailleurs. Bon, Abdoulaye, donc qu'est-ce qu'il a raconté ou qu'est-ce qu'il a entendu sur les spécificités du web africain de l'Ouest, on va dire, et sénégalais en particulier? C'est la vraie télé. Gilles il a fait une conférence à l'Institut africain de management, donc qui est un institut universitaire de renommée à Dakar. Mm-hmm. Donc, il a parlé un peu de l'enjeu du numérique pour le continent africain et que c'est très important que les Africains puissent saisir cette opportunité pour ne pas rater en fait cette deuxième révolution qui est la révolution numérique. Parce que l'Afrique a raté la révolution industrielle. Maintenant, cette révolution numérique-là, il ne faut pas que l'Afrique rate cette révolution. Et il l'a fait devant un parterre de 500 étudiants. Donc, vous avez l'Institut africain de mathématiques, l'Institut africain des sciences mathématiques, les étudiants de l'Institut africain des sciences mathématiques et aussi les étudiants de l'Institut africain de management. Donc c'était une conférence à l'IAM, en fait, c'est l'Institut africain de management. IAM, ça se prononce IAM aussi, si on veut, mais enfin c'est plutôt IAM, j'imagine. Et puis il y avait une rencontre avec urgencedelta.com. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais enfin il y a un énorme problème d'ensablement du delta du côté de Saint-Louis au Sénégal notamment, énorme, qui menace même la ville de Saint-Louis. Et donc et c'est un problème qui est lié aux paysans en fait, et au web. Il est venu aussi participer à ça. Il est un peu parrain de cette histoire-là. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il est parrain de l'association Urgence Delta. Donc, Urgence Delta, c'est en fait une association de petits agriculteurs dans la vallée. Il faut savoir que, Bertrand, les petits agriculteurs dans la vallée ont des difficultés d'accès au financement. Et ils disposent des terres qui sont irriguées, vous avez l'eau en abondance, vous avez des terres qui sont vraiment fertiles. Mais ils ont véritablement des soucis d'argent pour pouvoir mettre en place des campagnes agricoles.
Et c'est la suite de cela que j'ai mis en rapport, Gilles, à cette association de petits agriculteurs pour donner un coup de main, de façon à mettre en place un site de crowdfunding qui permettra de mobiliser la solidarité internationale et permettre véritablement à ces petits agriculteurs-là de pouvoir sortir de la pauvreté. Parce que de façon générale, ça n'a pas de sens, oui. Pour tous les paysans africains qui ont des problèmes, et il y en a beaucoup de pays où les paysans africains ont vraiment un niveau de vie très très bas, le crowdfunding, ça peut être une solution aussi. Il y a besoin de microcrédit, mais tout ça peut passer par le web également, concrètement. Absolument, absolument. Donc c'est pourquoi ils veulent mettre en place le site urgencedelta.com. D'accord, donc ce site-là va permettre de pouvoir mobiliser des fonds à l'international, parce qu'il faut savoir que pour cultiver 1 hectare, c'est 300 €, 300-400 €. Donc ce n'est pas grand-chose, mais véritablement ces populations-là ont du mal à trouver ces ressources financières. Ils ont les terres, ils ont l'eau, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir les intrants et tout. Et c'est à partir de ce site crowdfunding-là permettre aux gens de partout de pouvoir faire des contributions symboliques. Alors ce site, il va exister quand? Et il va être fait par qui? Bon, écoutez, Gilles leur a fait la volonté d'une fois rentré en France de contacter les gens de Babylone. Je ne sais pas si vous les connaissez. Et ces gens-là vont essayer de mettre en place, en partenariat avec Gilles, un site qu'ils vont donner gracieusement à cette association de jeunes agriculteurs. Oui, donc ça y est, la connexion est faite entre le web français, en tout cas une partie, et puis les paysans sénégalais, en tout cas une partie d'entre eux, via ce que tu as fait là-bas. Donc c'était ce que tu voulais depuis un petit moment, de faire des connexions avec la France aussi. Hein. Oui, c'est ça, absolument, c'est le but. Hein. Donc il est venu nous rendre visite, nous on était très contents. Donc il a rencontré les paysans de la vallée, et puis je pense qu'il était très sensible, de façon très sensible, il a donné son engagement de mettre en place ce site-là gracieusement pour ces paysans de la vallée, pour sortir cette population de la pauvreté. Rapidement, Abdoulaye, est-ce qu'il y a un événement, une start-up qui fait vraiment parler d'elle au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest en ce moment? Ou de lui, en l'occurrence. En Afrique de l'Ouest, je pense que il y a beaucoup de startups ça bouge beaucoup. Bon, il y a beaucoup de startups qui se manifestent, mais ce qui est plus dynamique au niveau de l'écosystème numérique, c'est l'organisation d'événements. Donc, il y a un événement qui va s'organiser bientôt à Abidjan, qui s'appelle Innov Africa, donc qui va se tenir dans les quelques jours là à Abidjan, qui va réunir l'ensemble des acteurs du numérique du continent ouest africain. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas encore un événement majeur qui va réunir les acteurs de l'écosystème. Oui, il n'y a pas le web Africa, ça serait bien d'ailleurs. Et c'est vraiment très important pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise sans précédent il y a quelques années. Côte d'Ivoire qui n'est pas un endroit où le web est extrêmement développé d'ailleurs, donc c'est bien que ça se passe aussi là-bas. Oui, ça se développe. Ils ont l'équivalent du CNN en France, hein. Ils ont le Gothic. Hein. Donc il y a un ensemble d'acteurs numériques locaux qui se développent et qui travaille en parfaite synergie avec le gouvernement local, donc dirigé par M. Ouattara, pour trouver des solutions aux problèmes du numérique en Côte d'Ivoire, et partant de là, du problème du numérique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ilan, dans la Silicon Valley ou Yossi, dans la Silicon Wadi, est-ce qu'il y a des connexions dans vos business ou dans vos réseaux avec l'Afrique, ou pas du tout à ce jour? Ah oui, en l'occurrence, on en a parlé un petit peu aujourd'hui en Israël, parce que quand on parle de l'innovation entre la France et Israël, on rappelle souvent que certains deals intéressants avaient été faits avec l'Afrique et aussi avec les pays justement africains francophones, comme le Sénégal, avec des belles boîtes israéliennes qui en technique de goutte à goutte, en technique agricole, avaient tissé des liens très forts. Donc avant l'époque très high-tech, et que petit à petit, justement, cette agriculture passait de plus en plus à une période qui était informatisée, etc., et avec des moyens par le web de faire un peu de monitoring. Donc je ne sais pas exactement, je m'y connais pas assez pour en dire plus que ça, mais on en a parlé un petit peu aujourd'hui, justement, de toutes les techniques, de goutte à goutte et autres, qui depuis Israël et via la France, étaient arrivées en Afrique. Bon, on va parler des autres sujets qui ont été évoqués dans la journée de l'innovation dans un instant. Ilan, l'Afrique, il y a une connexion ou pas du côté de chez toi? Malheureusement, pas du tout. Pas du tout, hein, vraiment aucune. Non, pour être franc, j'en entends jamais parler. C'est dommage. Et j'aime beaucoup d'ailleurs l'idée de ce projet de crowdsourcing, parce que
c'est ça dont on a besoin, quoi. Bah ouais, ça semble tellement évident. Ça sert à ça, quoi, le crowdsourcing. Donc c'est génial. Reste à trouver les gens qui vont mettre l'argent, évidemment, dans ces projets-là derrière, parce qu'évidemment, on ne peut pas attendre de ces projets-là des rentabilités fabuleuses. C'est déjà pour permettre aux paysans de survivre. Il ne faut pas attendre de rentabilité, mais regarde Charity Water, qui est pour le coup une des non-profits dont on entend le plus parler ici, et qui a pour but simple d'amener l'eau à des villages en Afrique justement qui en ont pas. Il y a personne qui attend une rentabilité. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. L'objectif, Abdoulaye, c'est de voir naître ce site de crowdfunding. Dans quel délai précisément? Écoutez, c'est au mois de janvier, donc on prévoit déjà commencer à lancer le site à partir du mois de janvier, d'après les promesses de Gilles. Bon, c'est clair, comme disait Ilan, c'est de l'humanitaire qu'il faut faire à partir des nouvelles technologies, parce que en retour, c'est des populations qui sont extrêmement pauvres et qui ont besoin ne serait-ce que de quelques euros pour pouvoir mettre en place une campagne agricole et pouvoir nourrir leur famille. C'est vraiment à titre carrément humanitaire que ce genre de projet est mis en place. Donc, c'est la technique du crowdfunding, mais qui va pour un système humanitaire. Il faut des projets comme ça pour traquer un peu l'Afrique, de l'amener un peu dans le champ du numérique avec des projets humanitaires comme ça. Parce que sinon, on sera toujours en rade et les gens vont... Avec le téléphone, parce que l'innovation majeure dans ce projet-là, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup qui possèdent le téléphone mobile. Donc, tous les petits agriculteurs qui vont participer au projet, qui vont déposer leur projet et qui vont bénéficier de financement, vont recevoir des SMS pour dire, voilà, vous avez reçu 10 euros, vous avez reçu 15 euros, jusqu'à ce que, en fait, la campagne soit couverte et pour permettre véritablement d'investir dans ces campagnes agricoles-là. Donc, voilà, donc c'est comme ça que l'idée m'est venue, et moi j'ai mis un rapport avec cette association-là, et bon, il a été très sensible à cela, et ils nous ont donné un cadeau à M. Babinet, symboliquement, et véritablement c'est comme ça qu'il est parti pour vraiment donner des assurances de mettre en place le site à partir du mois de janvier. Bon, il faudra qu'on suive ça, et puis qu'évidemment, sur les 4 continents qu'on représente, là, ça soit relayé, évidemment, qu'il y a du crowdfunding qui se fait pour cette histoire. Si vous avez l'occasion d'aller taper sur Google Delta, Saint-Louis, Sénégal, vous verrez le niveau des dégâts. C'est absolument impressionnant ce qui se passe là-bas, avec ce système vraiment d'ensablement qui menace vraiment la vie là-bas et tous les paysans. Et puis, même généralement, le crowdfunding peut servir pour des projets de développement, même dans des endroits où ça marche pas trop mal. On va parler de ce qui s'est passé donc à Tel Aviv aujourd'hui avec François Hollande, Yossi, qui était là-bas. Il est parti il y a quelques heures déjà. Il n'y avait pas que François Hollande, il y avait l'avion, c'était pas Air Force One, parce qu'on sait même pas comment s'appelle l'avion français en fait, mais l'équivalent, qui était bourré de monde. Il avait emmené avec lui des grands patrons, il avait un paquet, il avait emmené avec lui quelques ministres. Donc il y avait évidemment le ministre des Affaires étrangères, il y avait Fleur Pellerin qui était là-bas, et il y avait toute une journée qui se passait donc à Tel Aviv, qui était la deuxième du genre, où tout ce beau monde était en contact avec des industriels, des gens des nouvelles technologies en Israël. Il y avait également Benjamin Netanyahou qui était là, j'imagine, le Premier ministre. Il y avait Shimon Peres, le président. De quoi ça a causé cette journée, en fait? Alors, on peut partager, en très grand, on peut partager cette journée en deux, mais juste avant que je rentre dans les détails, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Tel Aviv, ça sentait la French Connection. Ah oui, carrément. Oui. Ouais, enfin, dans le bon sens du terme, j'espère. Parce que... Oui. Oui, on sentait vraiment aujourd'hui les Français, on sentait qu'ils étaient là, qu'ils étaient prêts à faire quelque chose avec Israël, et ça c'était une bonne chose. Alors, on peut dire vraiment au niveau des sujets, il y a eu deux grandes parties. La partie, si je puis dire, un petit peu politique, conventionnelle, grand compte. Il faut savoir que le président Hollande, pas seulement avec les ministres, mais il est venu avec 10 des top 40, enfin des CAC 40 entreprises françaises. C'était du jamais vu. Et ils sont venus aussi avec plus de 150 entrepreneurs et investisseurs français en Israël. Donc deux grandes parties, la partie on va dire CAC 40, un peu plus politique, un peu plus conventionnelle, mais aussi une autre partie où on a aussi des petits scoops, des petites choses intéressantes qui se sont passées, plus dans les, on va dire, PME, PMI innovantes, des startups des deux bords qui se sont rencontrés, qui ont parlé plein de choses. Donc c'était une grande journée.
Enfin, il y a quand même en permanence des relations entre la France et la Silicon Valley, en permanence. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc là, ça avait un caractère plus officiel, plus important peut-être. Et puis ça tapait des grosses boîtes françaises aussi qui venaient là, j'imagine. Écoute, oui, tout à fait. Hier, j'entendais que Israël et la France, enfin, j'entendais que la France, c'était le 11e marché d'Israël, alors qu'en vérité, de par les liens culturels et autres, ça devrait être un marché beaucoup plus important. Il y a 2 milliards aujourd'hui d'euros d'échanges. Et ce matin, avec beaucoup d'humour, et c'est bien la première fois, en tout cas pour moi, que je le voyais, ce matin avec beaucoup d'humour, le président Hollande disait qu'il était venu ici pour doubler cette somme. Oui, parce qu'il a fait un petit relationnel entre la somme des échanges économiques et puis l'amitié. Il a dit, voilà, on pourrait doubler l'amitié et la somme. Enfin, il a un peu rigolé là-dessus. Hein. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il va sortir du concret d'une journée pareille, ou finalement c'est une déclaration de bonnes intentions, où on se promet qu'on est amis, qu'on va travailler ensemble, qu'on va se rappeler demain, qu'on va mettre en place des projets, et puis finalement, comme dans toutes les conférences un peu internationales, il se passe moins de choses derrière. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut déboucher sur quelque chose de concret, notamment sur les échanges en matière de recherche? Parce que je crois qu'il y avait Pépi de la SNCF qui était là, et qui a dit que ça y est, la France et Israël allaient se mettre au même niveau technologique. Dans ce cas-là, on entend aussi le niveau technologique israélien, qui est quand même pas mauvais. Hein. Oui, tout à fait. Je crois, et ça c'était très intéressant de l'entendre ce matin, je crois que chacun des deux pays a quelque chose à apporter à l'autre. Tu parles de la SNCF, c'est clair qu'au niveau des transports, il y a aujourd'hui des grands challenges. Ce matin, ils ont annoncé au niveau des politiques qu'il y aurait un transport ferroviaire de Eilat à Ashdod qui en gros va être une alternative pour les transports internationaux au canal de Suez. Et ça, c'est quelque chose d'évidemment de majeur au niveau des infrastructures. Donc ça, ce sont des grands projets dont ils ont parlé. Et il y avait par exemple Havas qui a signé un partenariat avec le Technion, avec l'université de Haïfa. Il y a eu Orange qui a confirmé une rumeur qui existait déjà depuis plusieurs mois, depuis qu'ils avaient fait le Orange Labs à San Francisco. Eh bien, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient le faire bientôt en Israël. Donc des choses comme ça, vraiment de concret dans les grandes boîtes. Et il y a aussi du concret chez les petits et chez le petit dynamique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai avec moi Mingli Feuillu, qui fait partie de l'IE Club en France. l'IE Club, un business club d'innovation dont moi je vais m'occuper en Israël. Et Mingli est là pour qu'elle explique pourquoi elle est là et qu'est-ce qui va se faire de concret entre la France et Israël. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir Mingli. Oui, donc on est venu en délégation très resserrée, en fait à 3. Donc, c'est déjà pas mal. Hein, voilà, exactement. Donc je suis venue avec le président de l'IE Club France, qui est Bernard Horry, qui est également le directeur de la stratégie, de l'innovation et de la prospective du groupe La Poste. Donc je pense que c'est aussi important d'avoir ce genre de personne qui est très très haut placée au sein d'un énorme groupe français. Ça aide aussi à avoir pas mal de relations, pas mal de networking qui peuvent aider aussi les entreprises, que ce soit en France ou en Israël, à faire les bonnes connexions. Et voilà, donc on est venu pour lancer, grâce à Yossi, l'IE Club Tel Aviv, parce qu'on croit très très fortement au potentiel de collaboration entre des entreprises françaises et des entreprises israéliennes, non pas seulement dans le sens import-export, je m'explique, la France qui exporte en Israël ou l'Israël qui exporte en France, mais peut-être plutôt dans le sens que des entreprises peuvent collaborer ensemble pour créer des marchés connexes, pour avoir ensemble de nouveaux relais de croissance. Donc là, il s'agit éventuellement pour une entreprise française de rechercher une innovation à Tel Aviv ou peu importe, partout en Israël, parce qu'il n'y a pas qu'à Tel Aviv qu'il y a des innovations, même si c'est un grand centre qui rassemble beaucoup des startups israéliennes. Mais je pense aussi que Tel Aviv Israël a tout à gagner à s'associer à des startups en France pour mutualiser les efforts et conquérir ensemble de nouveaux marchés.
car comme tu disais, Shimon Peres ce matin, l'Israël c'est 8 millions de personnes, donc c'est tout petit, mais la France aussi, quelque part, c'est tout petit. C'est 66 millions de personnes comparé aux États-Unis, à la Chine, etc. Shimon Peres qui défend toujours l'idée que Israël est une start-up nation. Hein. Il n'aura jamais eu une pour parler de ça. Et il dit que c'est un esprit d'être une start-up nation, en fait. Donc, pour vous, il va y avoir des choses très concrètement, Megli, qui vont se passer sur les petites échelles au niveau de start-up. Il peut y avoir des échanges qui se passent vraiment concrètement à l'issue d'un rendez-vous comme ça. Oui, alors peut-être pas tout de suite à l'issue de cette journée, mais je pense que les choses ont été assez bien faites. L'idée, c'était qu'il y ait un networking qui se fasse au sein de cette journée. Il y a eu une journée aussi précédente qui permettait de faire du networking, donc ce n'est qu'un début, bien évidemment. Nous, c'est pour ça qu'on a aussi souhaité ancrer un vrai club à Tel Aviv. C'est pour pérenniser ce networking et vraiment essayer de créer des liens forts entre la France et Israël à travers des collaborations entre entreprises. Donc nous, l'idée, c'est de poursuivre un petit peu cette idée de collaboration internation et de cross-polliniser. De cross-polliniser. Alors là, c'est la première fois qu'on me l'a fait, mais elle est bien, celle-là. Je vous parlerai d'un projet plus tard sur ce sujet que l'on a en France entre start-up et ETI. Je pense que ça peut aussi vous intéresser. Mais l'idée, c'est ça, hein, la cross-pollinisation. Je pense que Fleur Pellerin aime beaucoup ce terme de polliniser. C'est permettre à des entreprises d'être mises en relation, de collaborer ensemble, de créer de nouvelles choses ensemble. Et je pense que l'avenir est là. Et que le contexte économique fait qu'on ne peut plus s'en sortir tout seul et qu'il faut maintenant essayer d'un peu s'ouvrir aux autres, que ce soit dans son propre pays ou dans d'autres pays, pour conquérir de nouveaux marchés. Je pense que c'est important pour un pays comme Israël et pour la France de faire ça maintenant. Donc vous êtes en train de nous expliquer que Yossi va se retrouver avec une casquette supplémentaire, si tant est qu'il en avait déjà une douzaine. Incroyable. J'ai accepté la casquette, donc il n'a plus le choix. Parce qu'en fait, il se passe un petit peu ce qui se passait avec Ilan du côté de New York pour Yossi à Tel Aviv, c'est-à-dire que toute personne qui arrive là-bas commence à frapper à la porte en disant « Coucou, j'aimerais bien avoir les clés pour rentrer dans la ville, voir un peu ce qui se passe. » Ilan, tu la connaissais à New York. Je la connais bien celle-là. Je la connais bien aussi, comme Ilan. Mais ce qui est vrai quelque part, c'est que mon expertise dans le early stage innovation et tout autour de ça, ce qui m'a plu dans l'offre de l'IE Club. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'IE Club, on est un club de volontaires, donc de bénévoles dans le monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, non seulement a ouvert à Tel Aviv, mais il y a 2 semaines, vient d'ouvrir à Montréal et très bientôt à Boston. Et moi, ma mission dans l'IE Club Tel Aviv, ma mission, si vous l'acceptez... Si tu l'acceptes plutôt, c'est plutôt toi. Votre mission, si vous l'acceptez, ça va être de connecter les startups assez jeunes aux grands comptes en France et peut-être après un petit peu côté Montréal et Boston. Et là-dessus, il y a plein de choses à faire. Et ce matin, un des sujets très intéressants qui a été un petit peu débattu, c'était de dire comment est-ce que Israël, plus des technos un peu disruptifs, un peu en rupture d'Israël, plus la France avec il faut le dire, avec des succès en industrialisation d'offres, etc. Comment est-ce que les deux ensemble peuvent faire du business, et je dis bien ensemble, faire du business en Asie. Et là-dessus, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, et je crois que c'est un beau challenge pour les deux pays, mais en attendant, au sein de l'IE Club, on est vraiment down to earth. On va tout simplement connecter des startups israéliennes à des grands groupes français, et j'ai déjà, suite à un pitch, à un démo day qu'on a fait hier, en sélectionnant 15 startups, et ça on l'a fait avec l'IE Club et avec Parrainer la croissance de Denis Jacquet. Et bien suite à ces 15 startups qui ont pitché, je sais qu'il y a déjà 3-4 qui sont visés pour faire peut-être des petits proof of concept, des projets pilotes, etc.
Et ça, pour l'IE Club, ce sera vraiment quelque chose qu'on fera énormément, qu'on soutiendra le maximum. Bon, donc l'idée, on avait compris, c'est de ne pas laisser les Coréens, les Chinois, les Japonais faire la loi chez eux et dans le monde entier sur plein de nouveaux produits, notamment high-tech, mais d'essayer d'être un peu présent sur ces marchés-là. On rappelle qu'Israël est en Asie, parce que c'est vrai que le Moyen-Orient, on ne le situe jamais vraiment sur un continent, mais l'Israël est en Asie. Tout à fait. Ce qui nous permet d'avoir ces 4 continents représentés ce soir. Mingli voulait dire quelque chose, oui. Oui, non, ce que je voulais rajouter, ce qui m'a vraiment impressionné lors de la session organisée très brillamment par Yossi hier, non, c'est que les start-upers israéliens sont des pros, mais ils sont incroyables. Ils nous font du storytelling, des présentations dynamiques, des vidéos, etc. Mais on a énormément de choses à apprendre d'eux, en tout cas en France, dans la manière de présenter le business, de manière de présenter la value proposition. Ils sont incroyables. Et ils sont vraiment très très bien préparés au pitch. Et oui, d'ailleurs, sur ce sujet-là, un petit mot d'Ilan. C'est vrai qu'il y a une différence qui est absolument colossale. On le voit avec Kickstarter. Quand on regarde un peu les vidéos de présentation sur Kickstarter, on voit la qualité de ce qui se fait. Et ça nous met face à l'indigence des productions françaises, souvent pour présenter les startups où c'est la petite sœur qui a tenu la caméra et le CTO qui a fait le son. C'est souvent ça. Yossi a l'air d'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça te saute à la figure, toi, depuis les États-Unis, cette différence de présentation déjà des projets ou pas ? Oui, tu veux que je te dise, c'est marrant parce que j'en parlais cette semaine. Ça démarre à la maternelle. Ah oui, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est l'éducation. Moi, je le vois à l'école. Ils ont des méthodes. Dès 4 ans, ils te mettent les enfants en face de la classe à devoir s'exprimer en public sur un jouet qu'ils ont ramené à l'école. Voilà. Et je pense que ça démarre là. Oui, parce qu'on s'aperçoit souvent que même quand on prend le gars de la start-up, le gars qui a créé la start-up lui-même, quand il fait la voix de la vidéo, c'est tout bête. Mais il y a quelque chose de professionnel déjà dans la façon de s'exprimer parce que les Américains sont habitués à parler déjà en public, à s'exprimer, à rythmer leurs phrases, à rendre musicale leur langue et que ça donne quelque chose qui est bien moins triste que les petites présentations françaises qu'on a. Donc c'est vrai que là, il faudrait repartir de zéro. En Afrique, ça dit quoi, Abdoulaye, là-dessus ? Est-ce qu'on est bon ou pas bon pour faire des présentations vidéo ? Est-ce qu'il y a vraiment un champ énorme de travail à faire là-dessus ? Ah, on n'entend pas Abdoulaye, il faudrait que tu parles plus fort. À ce niveau, c'est clair. Moi, ce que je voulais ajouter là-dessus par rapport aux présentations de projets, les gens, c'est dans les événements numériques, par exemple les forums sur le numérique, que les gens présentent la Start Academy, par exemple, la Startup Weekend qui se fait chaque année en Afrique. Donc, vous avez des présentations de projets de start-up. Et les gens présentent devant un parterre d'incubateurs, donc pour voir quel est le projet le plus innovant. Et il n'y a pas de présentation vidéo où il faudra poster sur Internet pour pouvoir avoir des cibles intéressantes. Mais c'est une présentation comme ça en live devant un parterre d'investisseurs lors des événements comme la Startup Weekend, par exemple, qui se font au niveau des universités, des instituts. Je voulais aussi vous parler aussi du prix Orange de l'entrepreneuriat social qui a connu en fait cette année, en fait les lauréats sont connus. Donc il y a 3 prix qui sont décernés par Orange et le premier prix a une dotation de 25 000 euros et le deuxième prix c'est 15 000 euros et le troisième prix 10 000 euros. Et cette année, donc Orange encourage dans le cadre de la RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise, les innovateurs africains, donc pour les accompagner dans le projet. Et cette année, il y a 3 prix qui ont été décernés. Le premier prix, c'est un prix, attendez, je veux dire, c'est Quickdo. Donc Quickdo, c'est un franco-camerounais, donc qui a gagné le premier prix. Le deuxième prix, c'est Ivoire Job, donc qui propose en fait une plateforme pour trouver du travail au niveau de un job board, quoi. Ouais. Et le troisième prix, c'est un prix aussi tunisien avec Shifco qui vise à l'optimisation de la consommation d'énergie des équipements les plus énergivores. Le premier, il fait quoi exactement, vraiment... Abdoulaye ? Oui. Celui qui a gagné le premier prix, il fait quoi ? C'est quoi cette boîte ? Non, c'est Shifco, le troisième prix dont tu parles. Non, le premier. Le premier, c'est Quickdo. Quickdo, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2011 par un entrepreneur franco-camerounais qui a l'ambition d'apporter aux lecteurs au Cameroun un accès aux livres en format numérique à prix. Ah, d'accord. Donc, c'est le gagnant du premier prix.
Donc, le deuxième prix, c'est un projet ivoirien qui s'appelle Ivoire Job. Mais ça, on l'a déjà dit, Abdoulaye. Donc, ça faciliter l'accès aux opportunités d'emploi en Côte d'Ivoire. Et le troisième prix, c'est le projet tunisien dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est le projet Shiftco. Donc, Shiftco, c'est en fait un projet qui a été primé par Orange, une dotation de 10 000 €. Donc, c'est pour juste accompagner les startups africaines pour vraiment développer l'innovation dans le pays. Alors si vous êtes étonné que Abdoulaye cite souvent Orange dans sa chronique, c'est pas étonnant parce qu'Orange, pour le coup, alors j'en rajoute, mais bon, tant pis, j'explique, a une présence qui est extrêmement forte, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont partout, hein, vraiment, ils sont dans toutes les strates de la nouvelle technologie du web. Pas simplement comme opérateur, mais on les voit à peu près partout, et c'est vrai qu'ils ont un rôle absolument essentiel là-bas, donc on les retrouve régulièrement dans des organisations, dans des manifestations, et tu as l'occasion de nous en parler un tout petit peu. On va revenir du côté de Tel Aviv, juste pour quelques petits derniers mots, parce que ça se termine vraiment dans 2-3 minutes. Quelle était l'ambiance un peu générale, en dehors du fait que tout ça était peut-être un peu guindé avec la présence de ministres Est-ce qu'il y a quand même un petit esprit de fête de Tel Aviv qui souffle sur cette opération-là, sur cette journée de l'innovation? Parce que Tel Aviv sans la fête, c'est plus exactement Tel Aviv non plus, non? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 2 journées. Il y a eu la journée hier beaucoup plus décontractée, beaucoup plus business, où il y a eu aussi des fêtards, et j'en ai entendu parler. Il y a eu aussi une journée qui a commencé très tôt au bord de la plage. Il ne faut pas oublier que le Dan Hotel où on était, qui n'a rien à voir avec Yossi Dan, je tiens à c'est pas le tien, non, ça n'est pas le tien. Pas encore, en tout cas. Le Dan Hotel à Tel Aviv, il est en face de la plage, et on avait... Et je peux vous assurer que si on est resté à l'intérieur de l'hôtel et qu'on n'a pas franchi le pas et qu'on n'a pas franchi la route pour aller à la plage, c'est qu'il y avait vraiment des choses intéressantes. Alors je ne vais pas dire fête, mais c'était intéressant. Et juste quelques mots comme ça pour finir et pour parler aussi de choses concrètes, et c'est important de citer. Il y a 2 petites choses intéressantes qui se sont passées aujourd'hui aussi en concret. C'est premièrement Denis Jacquet de Paris à la Croissance qui a annoncé un petit fonds d'investissement de business angel français qui vont investir dans des startups israéliennes. Donc ça s'est fait Tel Aviv-Paris. C'est marrant que ça aille dans ce sens-là, parce qu'en général, on pense souvent que l'argent coule plus à flot en Israël sur les startups qu'en France, où c'est pas toujours si simple. C'est vrai, mais l'idée, c'était un petit peu de mutualiser justement des angels et qu'ils aient, via un fonds, la possibilité d'investir sur les startups israéliennes avant de se faire racheter. On a entendu que Apple hier a sûrement acheté PrimeSense. J'en reparlerai quand ce sera officiel, à 350 millions de dollars, mais ça c'était un point important. Et deuxième point aussi important, le patron de la BPI qui a annoncé que le FIRAD, le fonds franco-israélien où les startups des 2 pays peuvent se mettre ensemble et développer un projet, eh bien ils se sont fixés comme objectif de faire 10 projets cette année communs entre les startups en Israël et en France. J'espère que ça va être respecté et que ça va vraiment être avec des startups et pas avec des grandes entreprises. Et je fais le maximum pour leur rappeler qu'ils ont bien dit startups, et je crois que c'est quelque chose d'intéressant à souligner. Ce sont vraiment des choses comme ça concrètes. IE Club, le fonds FAIR Tel Aviv Paris, le FIRAD avec le fonds d'investissement, moitié Oseo, moitié Chief Scientist en Israël. Ça semble bouger, pas seulement en macro et pas seulement en haut, mais vraiment en choses concrètes, et ça, tant mieux. C'est unique. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir raconté tout ce qui bouge du côté de Tel Aviv ce soir avec Mingli, Yossi Dan donc là-bas. Bonne soirée à vous parce qu'il est carrément tard là-bas. Bonne journée du côté de Palo Alto. Ilan, salut, parce que Ilan démarre sa journée du côté de Palo Alto vraiment. Et puis du côté de Dakar, évidemment, c'est plus l'heure de l'apéro qui arrive tranquillement comme en France avec Abdoulaye. Salut Abdoulaye, merci beaucoup à Benjamin Vincent, merci à vous tous. Benjamin Vincent qui était du côté des platines, le DJ de cette histoire-là qui mixait cette émission de main de maître. On se retrouve dans une quinzaine de jours avec d'autres sujets et vous pouvez suivre cette aventure puis avec un podcast qui arrive très très rapidement là ces jours-ci. Il y a le hashtag, il y a tout ce qu'il faut, tout ça se passe sur Watch TV. Merci à tous et à bientôt.